Eh ben aujourd'hui, on peut faire la fête. Le gouvernement Lecornu a tenu plus de 14 heures. C'est formidable. Bien joué. Alors, pour Lecornu 2, on a quelques nouvelles têtes, mais au final, on a la moitié de ministres renouvelés par rapport à l'équipe de François Bayrou. On est loin de l'ambition initiale de rupture de Lecornu. Mais surtout, son gouvernement, il est presque mort-né. On s'attend à une motion de censure d'ici la fin de la semaine. Lecornu 2 semble bien incapable de résoudre l'équation insoluble de la crise politique qui mine le pays. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Une motion de censure? Ok, mais quel sera l'avenir de la réforme des retraites? Du budget? Est-ce qu'il faut s'attendre à une dissolution imminente? Pour répondre à toutes ces questions, on vous propose de discuter avec nos deux éditorialistes politiques, Thomas Legrand, salut Thomas. Salut. Et Jonathan Boucher-Petersen, salut Jonathan. Salut. Comment ça va? Hyper bien. Un peu enrhumé, mais ça va. Moi je m'appelle Corentin Courtois et vous écoutez le Libescope. Pour ma première question, je voudrais vous demander un truc tout à fait basique. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Lecornu 2 ? C'est une question qui est large. On n'en pense quand même pas grand-chose. Enfin, que ça règle pas grand-chose par rapport à l'équation qui était posée. On a beaucoup dit que le casting était évidemment un enjeu sur lequel le système médiatique a tendance à se focaliser, mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup ébouriffé les Français. Et surtout, ça change rien à l'équation politique. Ça change rien à l'assise parlementaire de ce gouvernement. Ça change. En gros, on peut quasiment avoir les mêmes commentaires qu'après Lecornu 1, même si évidemment, voilà, c'est pas exactement les mêmes têtes. Il y a quelques personnalités de la société civile, expression qui veut pas dire grand-chose, qui viennent un peu colorer la photo de classe, mais voilà, l'équation de est-ce qu'il y a une capacité de ce gouvernement à trouver un point d'accord avec les socialistes sans braquer la droite? Ça reste c'est un peu faire rentrer les carrés dans les ronds ou l'équation impossible. Donc, presque plus intéressant que le casting, c'est le discours de politique générale de Sébastien Lecornu qu'on attend demain après-midi. Mais on sent quand même que il n'y a jamais eu autant de gens qui avaient déjà acté le principe de censurer ce gouvernement avant même que Lecornu ait parlé. Donc on est dans un vaudeville dont c'est pas un épisode mineur parce que la nomination d'un gouvernement, on peut pas dire que ce soit rien. Mais est-ce que ça change vraiment la donne? Sans être absolument un adepte de la lecture dans le mar de café, on peut se dire que les mêmes causes risquent très probablement de produire les mêmes effets. On n'en pense rien. On n'en pense rien parce que ça va pas durer longtemps. Puis si ça dure longtemps, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est ce que va faire Sébastien Lecornu et ce que va faire le Parlement surtout. Parce qu'on pourrait détailler chaque ministre, s'amuser, il y a un peu plus de LR que la dernière fois, alors que LR avait dit il faut pas aller dans ce gouvernement et qu'ils sont tous virés, mais en même temps ils sont virés de LR, pas du gouvernement, de LR, parce qu'ils ont accepté d'aller au gouvernement, mais ça ne change rien. Rachida Dati, par exemple, qui est LR et qui est au gouvernement, alors elle sera plus LR, elle a été virée de LR parce que elle n'a pas respecté la règle, mais elle sera quand même la candidate LR au municipal de Paris. Donc tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est effectivement le discours de Sébastien Lecornu demain. Et moi, j'attends de voir si Sébastien Lecornu prend le pouvoir. En fait, il s'agit de prendre le pouvoir. Emmanuel Macron a perdu des élections législatives 2 fois de suite, 2022-2024. Et maintenant, le pouvoir, normalement, il est à l'Assemblée nationale. Je rappelle que le Premier ministre est nommé par le président, mais il est responsable devant le Parlement. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Parlement qui peut virer le Premier ministre. Le président, normalement, ne peut pas le virer. Quand un président veut changer de Premier ministre, il dit au Premier ministre « j'accepte votre démission » et la convention politique veut que le Premier ministre s'en aille et on change de Premier ministre, on change d'orientation. Là, le président n'a plus la main. Il n'a plus la main, il n'a plus de majorité. Et personne n'a la majorité. Donc, normalement, ça devrait être au Parlement. Et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, si elle avait eu un peu de caractère et un peu de sens politique, et un peu de sens historique, elle aurait dû demander au président de groupe les réunir et dire on n'a pas de majorité, pourtant il faut que la France tourne, il va falloir faire un budget, qui veut bien négocier avec qui, comment ça peut se passer? Ça ne se passe pas comme ça en France, parce qu'on n'est pas dans la culture du compromis, et on n'est pas, en tout cas au niveau national et au niveau politique, on n'est pas dans la culture du compromis. Je pensais que cette crise pouvait peut-être nous y amener. Je m'aperçois que non. Et donc, effectivement, soit ce gouvernement saute dans les jours qui viennent, soit il dure. Et là, ça voudra dire que
le Parti socialiste et le bloc central auront fait des compromis et le gouvernement est composé plutôt de gens qui sont des hauts fonctionnaires qui connaissent bien leur domaine. Le nouveau ministre de l'Éducation était le numéro 2 du ministère de l'Éducation. Il connaît bien son domaine, mais bon, c'est pas un homme politique. 7e ministre de l'Éducation depuis 2022. Oui, 7e ministre. Bon, voilà. Donc, en fait, moi, j'attends beaucoup du Parlement. Je commence à désespérer du Parlement. Mais je trouve que c'est là que ça devrait se passer, comme ça se passait sous la Troisième République, sous la Quatrième République qui a reconstruit la France, sous la Troisième République qui a installé la République et les valeurs de la République en France. C'est le Parlement qui est le cœur de notre démocratie, normalement. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui est menée en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous y rejoindre. Et désormais, vous pouvez même nous écouter en podcast. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Est-ce qu'on sait un peu ce que pourrait raconter Sébastien Lecornu dans sa déclaration de politique générale? Comment il se positionne aujourd'hui? Ça pourrait être quoi, ses grands axes de travail? Aujourd'hui, on a l'impression que le seul sujet, en tout cas, qui peut peser sur la suite des événements, c'est la question des retraites. Et on se rend bien compte que sur ce sujet-là, il n'y a pas vraiment de trou de souris, puisqu'on a d'un côté des macronistes les plus ouverts disent on est pour une suspension de la réforme, le temps d'adopter le budget, que si c'est ça qui est mis sur la table, les socialistes ne peuvent pas se contenter de ça pour être l'assurance vie de la poursuite du macronisme. Donc ça voudrait dire qu'eux, il faut qu'ils arrivent à obtenir le fait que cette réforme soit abandonnée jusqu'à la prochaine présidentielle, par exemple, ou alors que ce gouvernement ne s'oppose pas à ce qu'il y ait un vote, enfin, sur la question de l'abrogation ou pas à l'Assemblée nationale. Si on dit que le pouvoir est parlementaire, il ne faut pas fixer de limite à ce pouvoir parlementaire. Et en même temps, on entend des LR et une grande part du bloc central qui dit, voilà, si on touche à la seule réforme un peu d'ampleur et encore d'Emmanuel Macron, on censure. Donc il y a quand même quelque chose de très compliqué. Après, juste pour rebondir sur ce que disait Thomas, le fait de nommer des ministres techniques ou en tout cas des bons connaisseurs de leur dossier, mais sans poids politique et sans expérience de la négociation parlementaire, c'est le signe que quand même il y a une concentration à Matignon autour de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, dont on se souvient qu'il a revendiqué la volonté de rupture et la capacité à avoir carte blanche. C'est vrai que quand on voit l'échange de 3 heures qu'il y a eu hier soir pour la simple composition du gouvernement entre un Premier ministre qui est censé avoir carte blanche et un président qui est censé prendre du retrait, voilà, ça vient plutôt alimenter l'idée qu'on est dans une coproduction et un pas de deux très ordonné entre Macron et Lecornu. Et la principale faiblesse de Lecornu, ça va être de rester associé ou de rester perçu comme étant sous la tutelle d'Emmanuel Macron. Donc après, est-ce qu'il y a... Sachant que ça a toujours été comme ça, Emmanuel Macron n'a jamais lâché. Ça a toujours été comme ça, mais ça devrait être vraiment autrement, en fait. Là, ça peut plus durer. Emmanuel Macron doit se retirer quasiment de la gestion de ce qui se passe quotidiennement en politique. Il peut continuer à s'occuper des affaires du monde, puisque sur ce sujet-là, il y a une sorte de large consensus, en tout cas du Parti socialiste jusqu'à LR, sur la ligne, disons, gaulo-mitterrandienne, la ligne classique de la France que Emmanuel Macron arrive à incarner. Mais sur le reste, il a perdu. Il a perdu auprès de l'opinion très très largement. Il a perdu les élections. Et donc, on va voir demain si Sébastien Lecornu peut s'émanciper et il ne peut s'émanciper que s'il s'appuie sur le Parlement. Alors, si effectivement il répète ce qu'il a dit la dernière fois, qui est très important, je n'utiliserai pas le 49.3, et s'il dit pas grand-chose de précis sur les retraites, le Parti socialiste pourra dire peut-être qu'on pourra aller vers l'abrogation, parce que en fait le Parti socialiste demande vraiment que ça. Donc ça serait dans une négociation, alors qu'il ne dit rien sur la sécurité, alors qu'il ne dit rien sur d'autres sujets sur lesquels il pourrait peser, il ne demande vraiment que ça. Donc ça serait quand même une très mauvaise volonté de la part du gouvernement de refuser simplement qu'on suspende, qu'on abroge la réforme des retraites et qu'on reporte ça à 2027. Après, il y a la taxe. Enfin, je disais là, on a l'impression que le seul sujet qui reste, c'est la question des retraites, parce que c'est peut-être celui sur lequel, même dans le camp macroniste, certaines voix sont lucides sur le fait que ça peut être un levier. Mais voilà, quand on a suivi quand même les semaines précédentes, la question de la taxation si on prend l'équation budgétaire au-delà de la question des retraites, voilà, il y a quand même un enjeu à pas reproduire la feuille de route présentée par François Bayrou. Donc, je pense que quand même les socialistes, c'était
plus facile de trouver un point d'accord avec un Lecornu tout frais, tout feu, tout flamme, et pas encore abîmé par le fait d'avoir été reconduit alors qu'il était parti. Enfin, je pense que là, ça devient quand même compliqué pour des socialistes dans l'équation de ne pas apparaître comme étant les supplétifs d'un macronisme qui cherche quand même à perdurer. Donc c'est compliqué parce qu'entre-temps, Sébastien Lecornu, il a vu son socle commun exploser. Donc en gros, ce qui était censé être un peu sa solidité de l'accord entre le bloc central et LR, ça n'existe plus avec le vaudeville autour de Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. Donc ça le fragilise quand même beaucoup. Parce qu'avant, c'était en gros arriver à ne pas trop braquer LR, mais qui faisait partie de l'équipage, tout en arrivant à trouver un point d'accord avec les socialistes. Aujourd'hui, et LR et les socialistes, en tout cas en tant que force politique, sont à l'extérieur. Donc c'est quand même vraiment très compliqué. Moi, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de place et c'est sûrement peut-être une mauvaise nouvelle, mais qu'il n'y a pas de place pour que Sébastien Lecornu puisse trouver les mots. Alors on pourrait, si on cherche les petits brins de lumière dans cet univers un peu sombre, on pourrait se dire que c'est justement parce que les socialistes et LR ne sont pas dedans, parce que rappelons que les LR qui sont ministres sont des dissidents, sont des gens qui ont été rameutés en dehors de la volonté de LR. C'est justement parce qu'ils n'y sont pas que peut-être il peut y avoir texte par texte des majorités. En fait, il n'y aura pas de texte. La formule du texte par texte, elle nous place déjà dans le moyen terme, alors qu'en fait, ça se trouve, il n'y aura pas de texte du tout. Donc c'est très sympa de dire on est prêt à être constructif. Il faut faire un budget, texte par texte. Et après mais le premier texte qui va demander à chacun de se positionner, c'est les motions de censure dont on sait qu'elles vont déjà être déposées jeudi. Donc il faut 48 heures entre le discours de politique générale et le dépôt d'une motion de censure, mais que ce soit, si on fait la liste rapide, d'un côté RN, il n'y a plus de tergiversation, on censurera systématiquement jusqu'à la dissolution. Ça, Marine Le Pen a clarifié le positionnement, même s'il y a eu des atermoiements. Côté LFI, il reste sur cette logique aussi de censure systématique. Côté communiste, côté écologiste, ça semble aussi acquis. Donc quand on fait le compte de tout ça, de tous ceux qui ont déjà formulé le fait qu'ils allaient censurer, il manque à peine une quinzaine de voix. Donc c'est une quinzaine de voix, ça se trouve, que ce soit côté socialiste ou côté LR, ou même dans certaines personnalités un peu indépendantes du bloc central. Voilà, les raisons de ne pas être satisfait par le gouvernement Lecornu, malheureusement, il risque d'y en avoir dans tous les camps. Je prends juste pour lui, encore une fois. Une question qui a été épinglée dans le chat. Est-ce qu'il y a des chances que Lecornu suspende la réforme des retraites? Donc ça, on en a déjà parlé. Pour la personne qui a posé la question, vous comprenez bien que tout va dépendre de ce qui va se passer demain à la déclaration de politique. Comme ils disent, le temps d'adopter le budget, ça n'a de sens que dans l'esprit de Sébastien Lecornu. Ça ne parlera à personne. Ça veut dire ne plus mettre ce sujet de côté pour trouver les voies du compromis, alors que ce sujet particulièrement clivant est mis de côté. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le budget est adopté et qu'on a réussi à la faire à l'envers aux socialistes, on remet la réforme reprend son cours. Non, l'idée, c'est d'acter le fait qu'elle n'a pas de légitimité politique, qu'elle n'a pas de légitimité électorale, qu'elle n'a pas de légitimité même dans le corps social qui est au sens large, et que voilà, que tout ça a été fait au forceps dans un contexte où ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et le remettre en débat, et en tout cas que ce soit tranché lors de la prochaine présidentielle. Tout repose aujourd'hui sur la question de la motion de censure. Qui va voter? Qui va pas le voter? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Et donc, sur ces 15 voix, soit côté LR, soit côté PS. J'ai une question dans le chat qui résonne avec ça. J'ai entendu que les LR avaient des conditions par rapport aux retraites, ou sinon ils censurent le gouvernement. Alors, c'est ça, c'est les questions de MNSE. Quelles sont les conditions des LR pour qu'ils ne censurent pas, notamment concernant les retraites? Et quand les motions de censure déposées ces derniers jours seront-elles examinées? Mais les LR ne disent pas aussi clairement que les socialistes, si on n'a pas les conditions qui sont les nôtres, on censure. Ils ne sont pas aussi catégoriques. Bon, pour des raisons assez électorales. Je crois que s'il y avait des élections législatives demain matin, enfin dans 40 jours, parce que je rappelle que c'est entre, je crois, 25 et 40 jours après une dissolution que ça doit se dérouler, les LR se feraient laminer à moins d'un accord avec le RN. Donc ils ont assez peu d'intérêt pour une dissolution. Donc ils ne lient pas un désaccord sur les retraites avec directement une motion de censure. Mais il suffit de 15 LR, et vous savez que au PS comme à LR, la discipline de vote, ce ne sont pas les partis les plus autoritaires, et donc la discipline de vote n'est pas toujours, c'est pas toujours là que c'est le mieux respecté. C'est pour ça que
le gouvernement de Sébastien Lecornu est en grande difficulté et peut être renversé assez rapidement. Mais ce que veut LR, c'est une réforme des retraites qui fait des économies. Et ce que veut LR, c'est qu'on ne surcharge pas d'impôts les plus riches qui, pour LR, sont ceux qui font tourner la France. Ils sont dans une position dite de responsabilité budgétaire, avec des guillemets, je mets des guillemets, responsabilité budgétaire, parce que c'est leur point de vue et il est tout à fait contestable. C'est sur ces questions budgétaires que ça se jouera. Il y a aussi les questions sécuritaires, mais là je crois que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice n'a pas changé. Le nouveau ministre de l'Intérieur est à peu près du même acabit que son prédécesseur. Donc là, il n'y a pas trop de problème. J'ai une question aussi dans le chat, c'est Skito12. En fait, est-ce que l'objectif final de ce gouvernement de Sébastien Lecornu, c'est pas uniquement, allez, on reste uniquement le temps de faire voter un budget et après, on sait qu'on est mort? Non, mais je pense qu'ils savent. Je pense que la majorité il y a beaucoup, pensent même qu'ils sont morts avant l'adoption de ce budget. La question, c'est là, on est un peu dans le double rythme, c'est que la discussion budgétaire est censée s'ouvrir et en même temps, on va être dans la séquence de 3-4 jours où ce gouvernement joue sa peau d'une certaine manière. Mais on peut pas dire que les derniers temps rendent particulièrement désirable pour d'autres forces politiques le fait d'être les forces d'appoint du gouvernement Lecornu. Donc l'idée de mettre pas mal de gens de la société civile, des partis, de rendre le truc un peu moins partisan dans la façon dont ce gouvernement se présente, c'est censé arrondir un peu les angles. Mais en fait, moi je pense que LR a d'autant moins de raisons d'être un soutien de ce gouvernement aujourd'hui, et que pour les socialistes, c'est quasiment plus tenable, parce que derrière, il y a des municipales qui arrivent, parce que quand même la séquence présidentielle, évidemment, pèse, et que cette arme de la dissolution, de nouvelle dissolution, moi j'aurais une petite nuance par rapport à Thomas, je pense qu'elle était utile à Emmanuel Macron parce qu'elle faisait peur quand même à un certain nombre de forces politiques ces derniers temps, et qu'aujourd'hui, on va dire, les modérés disent que la dissolution est inéluctable, les plus radicaux disent Macron doit partir tout de suite, et ça va jusqu'à ou tout de suite ou à moyen terme. Quand on se rend compte qu'un Édouard Philippe, qui compte des ministres dans ce gouvernement-là, dit par ailleurs qu'Emmanuel Macron devrait organiser une présidentielle anticipée, voilà, c'est quand même sidérant. Enfin, ça n'existe pas. On n'a jamais vécu ce genre de configuration. Quand on voit effectivement que ceux qui étaient la force d'appoint de Lecornu, donc les LR, ont quitté le gouvernement et exclu ceux qui décident d'y participer, que dans ce gouvernement de 34 ministres, dont 8 personnalités de la société civile avec des profils différents, il y a 11 macronistes quand même. Donc voilà, elle est où la rupture ? Donc il y a un renouvellement, c'est-à-dire que c'est pas exactement les mêmes têtes. Il y a quelques jeunes députés à qui on donne le marocain qu'ils voulaient, mais fondamentalement, voilà, ça ne pèse rien dans le pays et ça ne parle pas aux Français. Je pense que la majorité des Français sont juste dans un compte à rebours en disant quand est-ce que ça saute et quand est-ce qu'on passe à autre chose. Donc après, il y a un jeu un peu théâtre des ombres entre les gens, voilà, que ça intéresse de savoir est-ce qu'il y a moyen de trouver un accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, les forces à l'extérieur du gouvernement n'y ont pas intérêt. Il vaut mieux être cohérent et aller à la dissolution, quitte à prendre acte du fait que ça changera peut-être pas grand-chose. Mais voilà, apparaître comme étant la roue de secours du macronisme, c'est voilà, se tirer une balle dans le pied pour quasiment tout le monde aujourd'hui. J'ai une réflexion dans le chat qui est de quelqu'un qui s'interroge sur le mutisme d'Emmanuel Macron dans cette phase politique. Comment est-ce que vous analysez la stratégie de Macron, le fait de renommer Lecornu avec ce gouvernement? Enfin, comment il se place, Macron? C'est l'exercice très difficile de se mettre dans la tête d'Emmanuel Macron qu'on fait depuis des années, Jonathan et moi. On voit quelqu'un qui visiblement est dans ce qu'on appelle, ce que c'était Alain Minc qui avait parlé du cercle de la raison. Donc il pense qu'il a raison, il pense qu'il est modéré, qu'il a raison et que les chiffres sont avec lui et que tous ceux qui ne pensent pas comme lui ont tort. Hein. C'est le TINA, le There is no alternative de Margaret Thatcher, même si c'est pas un ultralibéral comme Margaret Thatcher. Et donc, même s'il a perdu 2 fois les élections, même si son programme a été désavoué 2 fois par le peuple, il pense quand même que pour le bien du peuple et puis pour sa survie politique, il faut le resservir d'une façon ou d'une autre. Alors on le resserre avec un Premier ministre, puis un autre, et on pense qu'on peut le resservir comme ça en changeant le profil du gouvernement.
alors que c'est une question d'équation politique, c'est une question de rapport de force politique, et il n'y a qu'une seule solution, c'est soit les partis représentés à l'Assemblée négocient des compromis pour essayer de gouverner ensemble, et donc chacun fait des concessions, et aucun programme qui a été affiché ne sera appliqué, mais comme dans toutes les démocraties parlementaires, disons que c'est le programme arrivé en tête sur lequel se base la négociation pour un compromis. Là, ça aurait dû être le programme de la gauche, parce que c'est l'ensemble qui est arrivé en tête, mais qui n'a pas gagné, qui aurait dû être la base d'un compromis avec des centristes. Bon, ça n'est pas comme ça que ça marche chez nous. Et donc, on est dans ce blocage. Et Emmanuel Macron, eh bien, même ses plus proches disent qu'il ne le comprend plus. Alors nous, on comprend encore moins. Mais enfin, la seule chose qu'on voit bien, c'est qu'il n'arrive pas du tout à admettre qu'ayant perdu les élections, il faut qu'un autre programme s'applique. Ça, c'est un truc qu'il n'y arrive pas, qu'il n'arrive pas à admettre. C'est un problème un peu de culture démocratique, là. Pas simplement de culture de compromis, mais de culture démocratique. Oui, même de psychologie, pour Alain Minc, qui est pour le coup, qu'on cite pas beaucoup dans les pages de Libération, mais qui est effectivement quelqu'un qui a bien connu et l'émergence et la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, continue à dire que c'est pas une question d'intelligence, il continue à être impressionné par sa mécanique intellectuelle, il dit que c'est vraiment une question psychologique, d'incapacité à avoir ce cliquet de regarder les choses telles qu'elles sont, de rapport au réel en fait. Donc nous on écrit le déni, l'entêté de l'Élysée, enfin chacun a ses expressions pour décrire ça. Je pense que quand même dans la période, parce qu'on a vu dans les enquêtes d'opinion le fait qu'à un moment les torts apparaissaient très partagés entre d'un côté Emmanuel Macron depuis la dissolution et de l'autre côté les forces politiques, comme disait Thomas, incapables de basculer dans le parlementarisme. Les dernières enquêtes après la nomination de Sébastien Lecornu et ces épisodes-là montrent que voilà, le focus est plus que jamais, dans des proportions très importantes, sur Emmanuel Macron. Et on le voit aussi sur l'idée, quand on pose la question en français sur souhaitez-vous qu'il parte, un peu quelles que soient les conditions, décision de sa part, la destitution à la sauce LFI, voilà, chacun sait que ça n'a pas de chance d'aboutir, mais voilà, c'est installé dans le pays l'idée qu'il était le problème principal. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul responsable et que l'ensemble de la classe politique n'aurait pas pu faire mieux dans ce contexte contraint, complexe, tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche que, et c'est le revers de la médaille de nos réalités institutionnelles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est voilà, le garant des institutions, la stabilité, il doit en être l'artisan. Il ne doit pas être le facteur déstabilisateur qui après pointe les autres du doigt en disant « Oh là là, il nous faut de la stabilité ». La stabilité, ça s'appelle la continuité dans la tête des gens aujourd'hui. Et la continuité, c'est ce qu'à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de prendre la parole dans les urnes ces derniers temps, ils ont rejeté de façon massive. Donc voilà, on a un problème. Et c'est pas ce qui est un peu compliqué, c'est que parfois, on est capable de nommer les problèmes et il y a certains problèmes qui n'ont pas de solution. Il faut être capable et c'est tout à fait déprimant, c'est tout à fait angoissant. Donc après, on peut avoir des schémas en disant voilà ce qu'il faudrait, le parlementarisme sûrement serait quelque chose de plus sain, mais on a l'impression que vu l'état des acteurs et l'état de décomposition, on sera obligé d'en passer par une séquence électorale majeure, quitte à tirer les leçons de ce qui s'est mal emmanché cette fois-ci, quoi. La limite de notre boulot, Jonathan et moi, c'est qu'on n'est pas des psychologues et que la vie politique française est tellement personnaliste que nous, on aimerait bien parler de force politique, de ce qui peut rassembler, ce qui divise les forces politiques, et on est obligé de composer avec des attitudes individuelles dans cette vie politique qui n'est faite que de romans personnels qu'on commente, et c'est assez épuisant, c'est assez abêtissant. Mais d'un simple point de vue même politicien, moi, ce que je comprends pas, c'est que en 2017, la force d'Emmanuel Macron, c'était de dire j'incarne le dépassement, et on va avec ce dépassement entre la droite et la gauche, cette séparation qui selon lui était devenue artificielle, on va construire quelque chose de nouveau. Il pouvait très bien dire eh bien j'en reviens à ma solution du dépassement, et maintenant j'appelle les forces politiques à faire ce dépassement entre la gauche et la droite. Le vrai macronisme arrive maintenant, et en fait il est complètement arc-bouté, il est devenu de droite, mais de droite fermée, et c'est même plus le centre droit, c'est vraiment la droite fermée qui veut pas, on a l'impression que tout
tout ce qui est de gauche, donc on se dit, mais c'est quoi? Il est tenu par des grands patrons? Il est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment il a pu être ministre d'un gouvernement, même si c'était un des ministres les plus centristes, mais enfin, ministre d'un gouvernement de gauche, issu d'une majorité de gauche, qui prône le dépassement et qui aujourd'hui s'enferme dans son camp, alors que la solution serait de justement prôner ce qu'il a fait gagner en 2017. Là, j'arrête mon analyse parce que ça devient psychologique et j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir. Alors moi, j'ai quand même une théorie là-dessus, c'est que je pense qu'on a élu un adolescent politique, donc, et qu'à l'adolescence, on a plutôt tendance à être un peu plus à gauche que quand on est à l'âge adulte, et que je pense qu'on a vu le vieillissement accéléré, très accéléré d'un Emmanuel Macron qui, une fois qu'il est tout le monde n'est pas comme Victor Hugo qui passe de droite à gauche. Et je pense qu'on est dans quelque chose d'assez banal, c'est-à-dire qu'en fait, dans ses premiers appétits ou ses premières émotions politiques, ça s'est plutôt joué vers la gauche, puis c'était là où il y avait une fenêtre pour exister aussi. Hein. Imagine qu'on élise Bardella. Bah, j'ai peur qu'il soit déjà vieux aussi, lui, qu'il ait déjà fait sa maturité. Mais donc on est dans quand même quelque chose qui doit se solder par... Ouais, mais voilà, tu vois, là, on est dans la psychologie de comptoir. On s'amuse, mais franchement, c'est plus... Ouais, là... Je vais prendre une question, Sarah, qui se pose une question sur le PS. Elle se demande pourquoi le PS se place en position de béquille du macronisme au risque de se voir isolé du reste de la gauche et de se mettre à dos, en fait, son électorat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évidemment tout leur électorat. Après, je pense qu'ils espèrent surtout aller reconquérir un électorat qui n'était plus le leur et qui se reconnaîtrait pas dans ce que Thomas décrivait d'un Macron droitier, de plus en plus obtus. Donc c'est ce fameux électorat de centre-gauche qui soi-disant serait la voie par laquelle le PS pourrait redevenir dominant à gauche. Moi, je suis pas totalement convaincu par cette idée-là quand on voit aussi la demande de radicalité qu'il y a plus largement dans l'électorat de gauche, qui se résume pas à la façon de faire de la politique d'un Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que voilà, si simplement c'est de reconnecter avec l'électorat de premier tour de François Hollande en 2012, ça va mal se passer pour le PS, et que le contexte est tellement tendu, tellement acrimonieux, tellement dans le rejet d'Emmanuel Macron, qu'il y a un besoin de clarté, en fait, et que cette espèce de position médiane, soi-disant responsable, elle est globalement inaudible. Donc ça ne veut pas dire que dans certaines circonstances, le PS n'a pas vocation à être le clone ou le clown de LFI. Pas du tout. Mais il y a des moments où, en fait, il n'y a pas tellement de place pour le gris, quoi. Donc c'est... Alors moi, je suis pas... C'est un peu ce qui nous différencie avec Jonathan. Moi, je pense que... Je pense que si le but, c'est de revigorer la gauche, effectivement, Jonathan a raison. Si le but, c'est de gagner les élections présidentielles et législatives dans un pays qui n'est pas très, très, très à gauche, non. C'est-à-dire que ce qui a fait élire en 2012 François Hollande, ce sont beaucoup d'électeurs qui ne sont pas décédés. Ils sont pas morts, là. Ils ont voté beaucoup pour Emmanuel Macron et ils ont voté pour ce dépassement. Ils ont voté pour cette idée. Et faut se souvenir, 2016-2017, Emmanuel Macron parlait de nouveau girondisme, c'est-à-dire de nouvelle étape de la décentralisation, de faire rentrer dans la politique toute une partie de la société qui s'y était désintéressée. Il parlait d'horizontalité. Il parlait de rationalité, et il se présentait comme progressiste face à déjà en 2017 le populisme qui montait. Il y a en France beaucoup de modérés à gauche et à droite qui n'aiment pas la radicalité politique, mais qui comprennent bien qu'il faut une certaine forme de radicalité puisque les problèmes sont sérieux, et voilà. Donc c'est cet équilibre-là, et je pense que le PS, en disant pas tout de suite on va censurer le PS, se met un peu, et même pas assez à mon goût, dans la position de celui qui, dans l'histoire de France, la gauche démocratique, a toujours été le parlementarisme. On va pas revenir à 1900, la controverse entre Jules Guesde et Jean Jaurès. Jean Jaurès disait la République, c'est le socialisme abouti. C'est pareil pour la démocratie. Jean Jaurès voulait un parlement, une république parlementaire avec des gens qui se parlent, qui s'entendent, qui font des compromis. Et là, on est dans un
dans un régime qui est à la fois parlementaire, mais qui est très personnaliste, où on pense encore que c'est par des élections présidentielles. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire « il nous faut des élections présidentielles », ben non, il nous faut pas des élections présidentielles. Il faut qu'on arrête d'élire des présidents, d'ailleurs. Moi, j'ai écrit en 2014 un livre qui s'appelle « Arrêtons d'élire des présidents ». Mon éditeur vient de m'appeler pour que je le réactualise. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc, je vous annonce que je vais faire ce livre. Et chez Stock. Mais évidemment, c'est un vœu pieux comme ça, parce que on est tous complètement formatés sur la présidentielle. Donc je pense que c'est bien qu'une force politique dise moi, je m'intéresse plutôt à ce qui est dit et je vais juger sur ce qui est dit. Donc il attend le discours plutôt que... C'est-à-dire qu'on juge sur le discours de demain plus que sur le casting d'aujourd'hui. Oui, et ça, c'est plus intelligent, je trouve. Non, mais ça ne veut pas dire que le discours de demain va leur plaire, et il va sûrement pas leur plaire, et ça va finir par être censure. Je suis pas en désaccord là-dessus, mais après, c'est toujours pareil en politique. On peut poser des principes, et en même temps, il faut voir comment ces principes s'emmanchent avec le réel. Donc sur la feuille de route d'un réformisme radical constructif, ok, on est tous prêts à signer, sauf qu'on ne peut pas être parlementaire tout seul, on ne peut pas dialoguer tout seul, et que la question, c'est avec quel interlocuteur et dans quelle mesure on arrive... voilà, je pense que la tentative Bayrou, le PS a déjà essayé cette carte-là. Quand ils ont créé cet accord, enfin fait cet accord de non-censure, ils prenaient un risque politique. Il y avait cette volonté d'affirmer l'idée qu'il y a une place pour une gauche qui n'est pas dans cette espèce de dualité systématique et parfois même un peu destructrice, on va dire, ou en tout cas de dire d'affrontement pur et simple. Sauf que voilà, il y a eu un sentiment d'arnaque après le conclave, mais ça va jusqu'à la CFDT. Si on dit qu'il y a une forme de corrélation, il y a une façon de faire du syndicalisme qui est celui de la CFDT, il y a une façon de faire du syndicalisme qui est celui de la CGT. On peut faire une forme de mimétisme en disant il y a une voie pour un réformisme politique, ça s'appelle le socialisme, et d'une radicalité, plus de transformation révolutionnaire, sans que ce soit un gros mot, qui est du côté insoumis. Sauf que voilà, les gens aussi intègrent le fait que c'est-à-dire tendre la main et se prendre une claque, ou tendre la main et se prendre une balayette, à la 4e fois, il faut arrêter de tendre la main, sinon on passe pour des idiots, pour des naïfs, voilà. Donc, et je pense qu'on est malheureusement, il n'y a pas vraiment la place pour créer un pas de deux avec... Là, on est dans une question quasiment de philosophie politique, c'est intéressant, mais est-ce qu'on est une société d'affrontement ou une société de compromis? En fait, on est une société de compromis, sauf en politique. C'est-à-dire que la CGT, au niveau des entreprises, signe 80% des accords après des compromis qui sont faits. Et en politique, on ne l'est pas parce que finalement, on crée nos institutions. En 1958, on a créé une institution faite pour le général de Gaulle pour nous sortir d'une crise. On était au bord de la guerre civile en 1958. Et donc, il fallait un exécutif très fort et très incarné. Le général de Gaulle a fait ça. Ça lui allait très bien, on est sorti de la crise, on a fait un char d'assaut. Et voilà, la 5e République, c'est un char d'assaut qui nous a sortis de l'ornière, mais avec ce char d'assaut, maintenant, il faut vivre tous les jours. Pour faire un créneau quotidien, c'est compliqué, un char d'assaut. On écrase tout le monde. Et on peut se dire, rien que, par exemple, s'il y avait la proportionnelle, et on est à 2 doigts de la mettre, la proportionnelle, si il y avait la proportionnelle aux législatives, chaque liste de chaque parti sait au début de la campagne qu'il n'aura pas la majorité absolue et que son programme n'est pas fait pour être appliqué, mais il est fait pour être, s'il gagne, il est fait pour être la base d'une négociation. Et nous-mêmes, les commentateurs, on ne dirait plus qui va gagner, qui va perdre, qui sera le Premier ministre, on dirait qui va s'allier avec qui. Et eux, les listes, les têtes de liste, ne taperaient pas sur leurs voisins idéologiques parce que sinon, ils penseraient que leurs voisins idéologiques iraient s'allier avec d'autres. Donc chacun parlerait de son programme plutôt que de taper sur les autres. Ça changerait un petit peu les choses et on pourrait le faire. C'est pour ça que c'est évidemment... Mais on n'est pas sûr qu'il y ait un appétit vraiment pour ça, parce qu'il y a quand même 2 frances sur ces sujets-là. Il y a un bloc à gauche, la question institutionnelle, elle est importante. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que ceux qui pensent comme ça, à LFI, ils sont pour une 6e République qui ressemble à ce que je dis. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment et pourtant, ils sont dans le personnalisme avec Mélenchon exacerbé. Le Parti socialiste... La question institutionnelle, elle est évidemment majeure parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive plus aujourd'hui. Et en même temps, il y a 2 façons de voir. C'est en gros ce bordel, ou en tout cas cette espèce de cirque permanent du côté parlementaire, doit amener, et c'est quand même plutôt
le climat mondial a justement un gage d'efficacité par, qu'on appelle ça l'homme providentiel, donc c'est ou l'homme fort, ou le régime autoritaire, ou en tout cas l'idée donc d'une cinquième poussée encore plus loin dans ces curseurs de verticalité. Ça, c'est dans le bloc de droite, vous n'entendrez pas une personne à LR défendre la proportionnelle. Et même du côté de Marine Le Pen, maintenant qu'elle sait qu'elle peut potentiellement gagner avec le scrutin majoritaire, la proportionnelle devient un sujet secondaire. Ça représente quand même beaucoup de monde dans un pays qui est quand même très à droite. Et après, il y a effectivement la gauche, que ça s'appelle la constituante version LFI avec on remet tout à plat, ou que ce soit le PS qui est tout à fait OK pour aller vers cette forme de proportionnelle qui oblige au compromis. Mais on a ces deux lignes de force. Il faut être sûr que côté macroniste, on a jupiterisé encore un peu plus le pouvoir. Et si on rajoute le bloc central qui n'est pas tellement ouvert sur la question d'une réforme institutionnelle et de plus de démocratie, le MoDem, on rajoute la droite, qu'on rajoute l'extrême droite, ça finit quand même par faire les deux tiers. Non, mais là tu es en train de dire, Ah ouais. Jonathan, tu es en train de dire que c'est peut-être pas possible, qu'il n'y a pas les bonnes forces. On peut simplement se demander... En fait, c'est vrai que la question institutionnelle n'est pas la seule, mais c'est la seule sur laquelle on puisse agir. En fait, est-ce que les gens là, on est dans une question encore philosophique politique. Est-ce que des institutions sont faites pour renforcer nos défauts, si tant est qu'on soit des gens qui s'affrontent, ce qui n'est pas vrai dans la vie courante? Mais je ne sais pas si la tente française, elle est la démocratie ou l'efficacité. C'est ça qui est la question. Et je pense que au prix de l'efficacité, on peut avoir des reculs démocratiques, et que je pense malheureusement que c'est plus la tendance que la vertu de dire on va prendre le temps de discuter. Donc l'efficacité pour le tout venant, c'est un homme fort, ouais, non, mais c'est un leurre. Hein. Alors que c'était vrai du temps du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, il était à la tête d'un pays avec une monnaie, avec des frontières, avec des plans quinquennaux qui étaient impératifs. Et aujourd'hui, maintenant, le général de Gaulle, s'il voulait faire un train entre Bordeaux et Paris, il prenait une règle sur la carte, il faisait ça. Il n'y avait pas les zones humides, il n'y avait pas les machins, il n'y avait pas est-ce que les rails allemandes sont moins chères que les françaises, il n'y avait pas d'appel à projet. On faisait ça. Maintenant qu'on peut plus faire ça, il faut du compromis partout, et c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on fait chacun dans nos entreprises, dans nos assos, voilà. Mais et je vois pas pourquoi on le ferait pas au niveau politique. Cet enjeu que vous décomposez, on va devoir le vivre très concrètement, parce que si je comprends bien la crise politique dans laquelle on est, la dissolution est quasiment inévitable. Donc s'il y a dissolution, il y a élection législative. Donc comment la gauche va-t-elle réussir à se mettre d'accord pour faire face aux autres forces politiques en cas d'une dissolution? Vu les désaccords que vous me montrez, ça me paraît sacrément compliqué. Mais on va peut-être pas se mettre d'accord. Après, c'est toujours pareil, parce qu'on réfléchit à inéluctable. En tout cas, on se dit qu'à plus les hypothèses, enfin les tentatives échouent, plus forcément on se rapproche de la dissolution. Ça paraît logique, et en même temps, c'est pas sûr que ça arrive. On est quand même. Oui, mais est-ce qu'elle va arriver d'ici la... Enfin, moi, c'est ça la question. C'est-à-dire que d'ici la fin de la semaine, d'ici 2 semaines, non, mais qui le sait? Personne. Là, on a bien expliqué les risques, mais une fois qu'on a expliqué tout ça, on peut pas donner des pourcentages de... Non, mais personne ne le sait. Après, et encore une fois, la dissolution, ça donne le sentiment d'un retour aux urnes légitime, et en même temps, est-ce que ça donne forcément une photographie différente à l'arrivée? C'est pas sûr. Donc voilà, on est aussi face à des... c'est compliqué. S'il y a des gens qui utilisent la dissolution pour se dire ça nous rapproche d'un départ d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même l'objectif aujourd'hui affiché par donc LFI d'un côté et quand même le RN de l'autre, quoi qu'on en dise. Donc voilà, on sait pas quand, on sait pas ce que ça donnerait. On sait juste que c'est une autre carte que la reconduction de Barnier, Bayrou, Le Cornu 1, Le Cornu 2. Voilà, il y a une forme de quadrature et d'impasse. C'est pas sûr que la voie de sortie de crise ce soit la dissolution. Mais parce que si ça peut quand même potentiellement rebattre les cartes si le Front républicain est fragilisé. Mais ça peut donner un RN qui soit plus puissant. Ça peut ça, on peut pas le savoir. Corentin nous demande dans quel état sera la gauche, c'est ça? Est-ce que la c'est gauche pas dit, parce que la gauche unie, et ça paraît difficile d'avoir une reconduction du NFP, elle fait en gros 25% au premier tour de législative. Une gauche désunie en 2 blocs, on va dire, fait 26% dans les dernières... Puis c'est très compliqué, parce que s'il ne s'agit pas d'un pourcentage global, il s'agit de 577 petites élections sur le mode présidentiel, avec quelques différences, parce qu'il peut y avoir des triangulaires, des quadrangulaires. Je pense s'il y avait des élections dans 40 jours, d'abord il y aurait un fort taux d'abstention, et puis le front républicain s'effrite, tout le monde le constate, et la droite et l'extrême droite ne sont pas loin de s'allier. Et ça, c'est nouveau.
Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que quand vous avez une droite qui répète à l'envi non, on ne peut pas gouverner avec le Rassemblement national parce que nous avons de trop grosses différences sur l'économie, en rajoutant ils sont trop à gauche. Alors ils le sont de moins en moins, ils sont maintenant très ultra-libéraux, le RN. Mais quand vous dites de quelqu'un avec qui vous pourriez vous allier, je ne peux pas m'allier à cause de l'économie, c'est que vous pouvez vous allier parce que l'économie, c'est ce qui est négociable. Ce sont des chiffres. C'est ce qui est négociable. C'est pas les valeurs, l'économie. C'est ce qui est négociable. Donc, c'est la dernière porte avant l'alliance. Et l'alliance entre la droite et l'extrême droite, si elle n'existe pas encore d'un point de vue politique, sauf avec le cas Ciotti, qui n'est pas rien, elle commence à exister, on le voit bien avec dans ce qui se passe dans le monde syndical agricole, chez les policiers, chez les militaires, dans tout un tas de circonscriptions où les électeurs LR sont maintenant des électeurs potentiels RN. Donc il y a cette alliance de droite et d'extrême droite qui arrive dans plein d'autres pays. Moi, je la sens pointer, enfin, pas moi, tout le monde la sent pointer, elle arrive, et donc c'est ça le risque, en fait, c'est une extrême droite. L'extrême droite et le fascisme n'arrivent jamais seuls, hein. Ils n'arrivent jamais seuls, hein. Ils arrivent avec des appuis de derniers, qui sont souvent d'ailleurs de riches propriétaires ou des gens qui sont bien installés et qui se disent tiens, il nous faut de l'ordre. Et ceux-là nous mettront de l'ordre. Ça ne se limite pas à Vincent Bolloré, pour citer un nom. Voilà. On voit que même dans le discours du patronat aujourd'hui, lors de la rentrée du MEDEF là, qui s'est passée à Roland-Garros, quand Patrick Martin, donc le président du MEDEF, a été amené à commenter un peu les différents oraux qu'ont eu les personnalités politiques, voilà, il faut aller voir ce qu'il a dit sur Jordan Bardella. Il cite 3 forces politiques qui, en gros, sont à l'écoute et un peu en adéquation avec ce que sont les demandes du MEDEF. Et il y a le Rassemblement national de Jordan Bardella. Donc on est, oui, clairement dans une... Il y a Gattaz, ancien patron du MEDEF, qui a dit que... Effectivement, il voterait pour le RN si c'était en face de la gauche, si la gauche était en face. Et quand on voit le dernier bouquin de Johan Chapoutot, par exemple, qui raconte les années 30 et le début des années 40 en Allemagne, on est sur des dynamiques ou des bascules, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, qui doivent faire réfléchir. C'est lui qui dit que le fascisme n'arrive jamais seul. Mais il n'arrivera pas par à la Mussolini, par les ligues fascistes, hein. Il arrive par quelque chose de beaucoup plus une bascule de l'establishment, comme disait Jean-Marie Le Pen à l'époque. C'est un sacré message d'espoir que vous nous envoyez là, et je suis pas le seul à le partager. C'est pas pour ça que c'est inéluctable, parce qu'on dit le Front républicain s'effrite, parce que il y a plein de dynamiques qui l'expliquent. Moi, je partirait quand même du principe que le Front républicain, il se jauge en situation. Et que la fois précédente, on a fait tous des plateaux ou des échanges avec de brillants éditorialistes qui avaient vu une dizaine de présidentielles chacun, qui nous expliquaient qu'il n'y avait pas d'autre solution qu'une majorité absolue du Rassemblement national. Il fallait juste s'interroger pour savoir de quel niveau elle serait. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux électeurs, et que ceux qui ont le plus joué le jeu du Front républicain, certes, les partis l'ont initié, l'ont formulé, ont dit qu'il fallait le faire, mais le Front républicain, il n'a d'existence et de concrétisation que quand les Français se saisissent de ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a eu la magouille du Front républicain, moi ça me met hors de moi, parce que fondamentalement, on peut considérer que le fait que des partis s'entendent pour faire barrage au RN, ça déplaise au RN et ils s'allient alors qu'ils sont d'accord sur pas grand-chose. Ils sont peut-être pas d'accord sur grand-chose, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Et surtout, il n'y a pas de Front républicain si les Français font pas la démarche d'aller le dimanche aux urnes et de mettre un bulletin pour dire non au RN. Et ça, je pense que ça reste un réflexe qui, Marine Tondelier a tendance à dire, quand on est face au mur, on réagit pas pareil que quand on est un peu détaché de ces événements-là. Donc après, est-ce que la gauche sera capable de se réunir? Juste pour répondre à la question de base, le NFP, il y a peu de chance et ça n'aurait pas grand sens. En revanche, qu'il y ait comme il y a toujours eu une dynamique de report pour le candidat le mieux placé, a fortiori quand il y a un risque RN, ça je pense qu'il ne faut pas en douter. Et surtout, il n'est pas du tout impossible que dans certaines circonscriptions, le fait que le PS y aille tout seul, ce soit plutôt une chance pour la gauche, et que dans d'autres circonscriptions, le fait que LFI puisse capter aussi une radicalité qui s'exprime, ça a aidé. Voilà, l'enjeu, c'est est-ce que chacun y va de son côté sans se parler, ou est-ce que chacun y va de son côté avec la perspective de faire bloc au deuxième tour? Oui, mais justement, le Front républicain a aussi fonctionné pendant les dernières élections législatives, parce que face au RN, dans les différentes circonscriptions, soit des LFistes, PS ou macronistes se sont retirés pour laisser la place aux copains. Mais est-ce que des macronistes se retireraient toujours
S'il y a un socialiste, ce serait plus simple que s'il y a un LFI dans certains endroits. Je pense que oui. Et puis, en fait, c'est de la mécanique, c'est un peu compliqué, mais c'est de la mécanique arithmétique. C'est-à-dire qu'avec un LR très affaibli, on peut supposer qu'il y aura beaucoup plus de duels RN, gauche, RN d'un côté, PS ou LFI de l'autre. Parce que les républicains LR est très affaibli et les macronistes aussi sont très affaiblis. Et donc là, on sera quand même devant le mur dont nous parlait Jonathan. Et c'est là que ça peut aussi se déclencher. Moi aussi, je pense que face au risque RN, beaucoup d'électeurs qui ne votaient pas à gauche, beaucoup de jeunes iront. Il y a de la réserve quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas voter. C'est très risqué. Là, tu sais, on répond comme ça parce que tu viens de nous dire, alors là c'est noir, on finit cette émission. Alors on cherche la petite lumière. Alors elle est très loin, elle est un peu faible, mais c'est celle-là la petite lumière. Et il faut pas oublier que la France est quand même un pays particulier. Dans les années 30, tout le monde tombait vers le fascisme. Nous, on a élu un socialiste juif. Ouais, en 36. Donc, et là, est-ce qu'on pourrait imaginer, comme en Angleterre, des manifestations avec 150 000 personnes qui crient des slogans racistes comme ça s'est passé à Londres? Non. En France, dans la vie associative, c'est-à-dire quand la population agit et pas simplement tweet ou vote dans le secret des urnes, quand elle agit dans la vie associative pour l'aide aux devoirs, pour des assos, etc. Donc le vote RN est un peu un vote, continue à être un vote, à mon avis, de protestation. Et ça, je pense qu'il y a toujours en France ce réflexe républicain qui peut agir. Pour terminer avec une perspective dont on a déjà un petit peu parlé, mais qui fait énormément parler les gens, la fin prématurée du mandat Macron, qu'il démissionne ou pas, c'est une perspective impossible? Bah non, parce que imaginez qu'on ait des nouvelles élections législatives, 40 jours après la dissolution, et qu'on soit encore dans une tripartition ingouvernable, et qu'il renomme quelqu'un qui lui ressemble, parce qu'il n'a toujours pas compris. On peut pas. Là, il aura un an pendant lequel il pourra pas redissoudre. Et puis tout le monde comprendra que ça sert à rien de recommencer. Là, tout le monde va se braquer contre lui. Il y a déjà Édouard Philippe, il y a déjà Jean-François Copé. Il y a beaucoup de monde en dehors des extrêmes qui demande son départ. Ça sera l'unanimité des commentaires. Si, après une dissolution, il n'y a toujours pas de solution politique, Emmanuel Macron veut s'accrocher. Après, moi, on revient sur la lecture psychologique, quoi. C'est-à-dire que, objectivement, ça semblerait être une issue naturelle, ou en tout cas une façon de faire sauter un peu le bouchon pour redonner du souffle démocratique par des élections. Et en même temps, je pense que quand on en parle en privé, imaginez Emmanuel Macron rester dans l'histoire comme je pense qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai du mal à imaginer sa psychologie que je connais mal parce que il est globalement insondable. Acter le fait qu'il faut qu'il s'en aille. Il y a le fait de rien lâcher en fait à aucun moment. Moi, j'ai peur qu'il entraîne tout le monde dans un cycle infernal qui nous amène quand même à 2027 sans qu'on sache effectivement. Moi, je pense qu'il y aura une unanimité pour dire il doit partir. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen qui se cabre et qui s'enferme à l'Élysée au prétexte que les affaires du monde, et elles sont effectivement compliquées. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels son quotidien est quand même, je l'espère, plus concentré sur Gaza, l'Ukraine et la scène internationale que les carabistouilles parlementaires. Ça, c'est important. Moi, je préfère qu'on ait Macron à l'Élysée pour les affaires étrangères en ce moment plutôt que Fillon, qui était quasiment pro-russe, ou plutôt que Mélenchon ou Bardella. Et je ne fais pas de parallèle entre Mélenchon et Bardella. Mais en tout cas... sur ce point-là, qui est très important en ce moment, c'est le seul point où on se dit heureusement qu'il est là. Sur le reste... Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plus de... En fait, on peut avoir des commentaires qui se basent un peu sur une forme de rationalité, d'une certaine manière,
Et en même temps, à chaque fois qu'on fait ce pari-là, c'est démenti. C'est-à-dire, on l'a beaucoup écrit ici, peut-être plus que dans les autres journaux, mais voilà, la logique originelle après la dissolution, Thomas l'a dit à un moment, ça aurait été évidemment de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire confier les clés au nouveau Front populaire. Là, après avoir testé 3 hypothèses de continuité du macronisme envers et contre tout, ça n'aurait pas été absurde de se dire, bah voilà, on propose à un socialiste ou pas un socialiste d'ailleurs, mais on propose à la gauche de tenter sa chance. Et voilà, en fait, c'est le côté de l'entêtement qui fait qu'au bout d'un moment, on comprend plus, on n'arrive même plus à lire ce qui se passe, et on a plutôt tendance à imaginer le pire pour l'étape d'après, plutôt qu'enfin une espèce de dénouement rationnel, à défaut d'être heureux. Eh ben, en tout cas, vous avez du boulot pour ces prochains mois. Merci beaucoup. C'est un peu toujours le même boulot, en revanche, c'est ça le problème. Merci d'avoir écouté le Libescope. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle discussion.